Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, effectivement, les chambres d'agriculture, voilà, se préoccupent beaucoup d'alimentation, hein, et vous avez vu, les temps derniers, on a parlé beaucoup d'agriculture. Il y a eu beaucoup de mobilisation, et notamment, voilà, un des sujets qui nous préoccupe de plus en plus, c'est la problématique des importations. Voilà, dans la première région productrice agricole en France, qu'est la Bretagne, notre souhait, c'est effectivement au maximum, notamment dans la restauration collective, d'essayer d'approvisionner localement vos cantines ou les cantines globalement. On a fait un long travail. Ça avait débuté déjà avec le conseil régional il y a quelques années. Nous avions travaillé sur le dossier Brèche Alimentation. Voilà, tout le monde a bien intégré le fait que dans l'achat public, on ne peut pas afficher les provenances, et on avait écrit 7 cahiers des charges filière par filière pour voir comment on pouvait vous aider et aider la restauration à répondre à ces appels d'offres tout en essayant de consommer local. Donc cette ambition, elle est forte, hein, d'essayer de faire en sorte dans vos collectivités que vous arriviez si possible au maximum à consommer local. Alors, dans notre définition du local, c'est pas que le circuit court autour des 7-8 km autour des cantines, c'est bien plus large. Notre ambition, c'est plutôt les produits bretons, si possible, dans les collectivités. Donc ça reste une ambition forte. Donc, de vous aider, vous, collectivités, effectivement, à atteindre les objectifs de la loi Egalim et loi Climat et Résilience. Donc, on attendait beaucoup de cette loi Egalim, hein. D'ailleurs, elle nous a permis d'apporter la construction du prix inversé, ce qui n'est pas rien. Mais effectivement, elle vous a amené, vous, quelques contraintes, en tout cas quelques exigences en termes d'approvisionnement local. Voilà, notamment pour le bio et les signes officiels de qualité. Notre message sur le sujet est de dire, mais il ne faut pas oublier les autres. Voilà, c'est-à-dire que tous les autres produits qui sont plutôt de bonne qualité et de meilleure qualité que les autres pays, on le rappelle régulièrement, voilà, on veut cet approvisionnement local, sans oublier, et on avait fait aussi ce travail, et hier nous avons mené, enfin nous étions à Restotel Rennes, on a eu l'occasion de revenir sur ce débat avec l'élu en charge de ce dossier-là au conseil régional, qui est Simon Usna. Il a rappelé les objectifs, et un autre objectif, c'était le juste prix des produits. On sait que dans la partie des appels d'offres, voilà, la tentation d'arriver vers les prix les moins chers est grande, et c'est pour ça que souvent les importations rentrent, malheureusement. Donc là, l'idée, c'est effectivement, on dit notre métier a un prix, nos produits ont un prix, et faire augmenter petit à petit le prix du repas, voilà, amener de la valeur ajoutée aux producteurs est importante. Bon, pour ça, voilà, on y reviendra aussi, on y reviendra dans le déroulement. En tout cas, les chambres ont cette expérience à travers les PAT qu'on mène avec vous, les projets alimentaires territoriaux, hein. On a de jolies expériences sur le terrain sur ces sujets. On a même fait quelques enfin, l'objectif est de faire de l'inter-PAT, parce que quand on parle d'approvisionnement local, eh ben, on ne peut pas rester à l'échelon de l'EPCI, et notamment pour cette problématique de logistique alimentaire, hein, puisqu'on sait que quand on regarde de près, la première contrainte, c'est comment on organise cette logistique pour amener le produit de chez le producteur à chez vous, dans les EPCI et vers les cantines, ou vers en tout cas ceux qui transforment nos produits. Donc cette problématique-là passe effectivement par un échelon plus large que la seule EPCI. C'est pour ça que l'inter-PAT est quelque chose d'important. Et on s'aperçoit de plus en plus que dans les PCAET, un des sujets qui est aussi abordé, et les PAT ont tendance à basculer un petit peu dans les PCAET sur ce sujet, c'est-à-dire que c'est la logistique des produits alimentaires sur les territoires qui pose problème. Et lorsqu'on réunit, nous, producteurs, c'est leur première préoccupation: comment on organise entre producteurs l'approvisionnement vers la transformation ou vers la consommation des produits. Voilà, ça c'est l'objectif de cette échelle pertinente. Ça s'applique évidemment à tous les produits, donc je ne vais pas le détailler.
Et pour ça, on amène à faire monter en compétence forcément nos producteurs avec voilà, différents boîtes à outils, des catalogues. Enfin, vous y reviendrez forcément tout à l'heure. Et avec une aide au calcul parfois des coûts. Voilà, en tout cas pour nous, ce qui est sûr, c'est que si chacun de son côté, on travaille, enfin l'idée est de ne pas rester chacun de son côté à travailler, voilà, et bien d'avoir une approche collective. On voit qu'il y a des initiatives ici ou là de partir un peu seul. En tout cas, notre leitmotiv, c'est de dire travaillons ensemble, on sera beaucoup plus efficace. La chance de la Chambre, c'est qu'on peut partager les expériences. On a cette expertise à travers l'équipe qui est d'ailleurs autour de nous, là, l'équipe alimentation de la Chambre. Voilà, à travers cette expertise, en tout cas, on peut vous amener les bons conseils et les accompagnements que vous avez besoin. Voilà, je vous remercie encore d'avoir pris ce webinaire et puis je vous souhaite un bon webinaire. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Laurent. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le plan de ce webinaire. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qu'est la logistique alimentaire. Et ensuite, Sophie et Sophie reviendront chacune sur des travaux qui ont été menés par les chambres d'agriculture. Et puis, on conclura avec Julien. Je laisse donc la parole à Sophie de Verdelan qui va nous parler de comment préparer un projet logistique. Non, qui va nous présenter d'abord la logistique alimentaire. Excuse-moi, Sophie. Merci, Perrine. Alors, on va faire bref parce que je pense que vous serez tous d'accord avec cette diapo. C'est juste pour qu'on soit bien au clair. Au départ, quand on parle de logistique alimentaire, on pense facilement aux camions, au transport. Rien que parce qu'en termes de financement, c'est souvent assez facile de financer un camion. Et en réalité, on sait bien que derrière, il y a une grande complexité. Ouais. Une grande complexité, même sur les physiques, avec des retours de marchandises, des retours d'emballage, plein de choses autour des produits et surtout des flux d'informations et des flux financiers qui vont en plus prendre encore plus d'importance quand on travaille en collectif. Ce qui amène très rapidement à lier logistique et stratégie commerciale, puisque dès qu'on va parler commande, qui va prendre la commande, qui va la traiter, est-ce que c'est mutualisé, est-ce que c'est en individuel? Donc très rapidement, la logistique amène à la question du pilotage commercial. Mais on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. On va rester sur les choses assez simples, hein. Le schéma des étapes de la logistique que vous avez en bas, il peut en exister plein d'autres, c'est juste pour se souvenir que les étapes de la logistique sont nombreuses et qu'elles sont, quand on travaille la logistique, assez fines en fait, avec plein d'étapes différentes qui font appel à des questions de flux physique, de flux d'informations et de flux financiers. Perrine, je prends le contrôle sur la présentation? Ouais. Tu as C'est bon? Non, en attente d'approbation. Voilà. C'est bon. Très bien, merci. Alors, je vais commencer par vous présenter la première partie du webinaire qui est quelque chose d'assez simple, mais qu'on a travaillé à l'échelle de nombreuses chambres d'agriculture en France. Donc, on a quelques résultats qu'on a trouvé intéressants de partager avec vous. C'est avant de préparer un projet logistique sur un territoire, d'abord bien connaître l'existant en termes de logistique. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà fait cette étape. Peut-être que pour d'autres, ça va être un peu plus nouveau. Alors, est-ce que j'arrive à faire avancer? Non. Non. J'ai l'impression qu'il y a un petit retard quand j'appuie. Sophie, on te laisse dérouler si Ouais. toutefois on va te suivre avec les diapos. D'accord, on va voir si ça Dérouler au fur et à mesure. Oui, alors en fait, au niveau des chambres d'agriculture, on travaille déjà depuis longtemps sur l'approche agriculteur, c'est-à-dire les aider à faire leurs calculs, à savoir s'il faut sous-traiter, à faire des calculs de francs de port, que ce soit pour des agriculteurs en individuel ou pour des agriculteurs qui veulent travailler à quelques-uns ensemble leur logistique. Donc là, on va être
Là, on a des outils, on est très au point, on a l'habitude de le faire. Et là, on est allé vers autre chose, c'est plus une approche territoriale qui vous correspond plus pour identifier les compétences logistiques sur un territoire. Donc, j'ai mené avec une collègue d'une autre chambre d'agriculture de la Nièvre, en fait, une enquête en mai-juin 2023 auquel des conseillers de 22 chambres d'agriculture en France ont répondu, donc des animateurs de territoire et des cons spécialisés sur les circuits courts ou les filières alimentaires de proximité. Et on voudrait vous présenter les points qui nous ont semblé les plus utiles de vous transmettre aujourd'hui, parce qu'en fait, c'était très riche, hein, et aujourd'hui, on va traiter qu'une partie de ces résultats. Alors, en premier, la question tout simplement de l'échelle des panoramas réalisés par les conseillers qui ont répondu est majoritairement départementale, avec parfois aussi des panoramas d'acteurs. Hein. Ce que j'appelle le panorama, c'est connaître les acteurs intervenant en logistique sur un territoire. On a vu toutes les modalités possibles de la logistique, hein, donc ça peut être du transport, mais aussi des outils informatiques pour le flux d'informations, par exemple, ça peut être plein d'acteurs différents. Donc, c'est recenser les acteurs qui peuvent intervenir sur ce territoire. Donc, on a dit majoritairement départemental, mais aussi à d'autres échelles plus petites ou plus larges. Alors, ces échelles d'intervention sont liées à la Chambre d'agriculture elle-même. Si elle est départementale ou régionale, évidemment, elle ne va pas intervenir à la même échelle, mais d'après les conseillers, c'est surtout à celle des collectivités partenaires sur ces travaux. Assez simple, hein, et ce qui ont beaucoup drivé l'échelle. Alors, l'échelle départementale, elle peut être pertinente à ce stade, hein, c'est-à-dire qu'au stade où on recense les acteurs, ça va être surtout une question de quantité de travail. Sur un territoire où il y a beaucoup d'acteurs, ça peut être un travail assez long, hein, assez chronophage. Par contre, ça ne présage pas de l'échelle à laquelle on peut monter une structure après. Ça, c'est une autre question que je traiterai notamment avec Sophie après. C'est deux choses différentes. Alors là, j'ai appuyé sur le bouton. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Alors, dans ces acteurs, évidemment, une partie des acteurs sont nationaux. On peut penser à Steph, La Charrette, Socléo, donc des métiers très différents. Et là, je ne les cite pas tous, hein, mais une partie des acteurs sont nationaux et interviennent plus ou moins localement. C'est-à-dire que certains vont vraiment avoir une influence locale et d'autres sont implantés, mais les flux vont être à des échelles plus larges et donc la notion de local n'est pas toujours pertinente. Et puis, bien sûr, l'enjeu de ces recensements, c'est de connaître les acteurs locaux. Donc, on a dit souvent à l'échelle départementale, mais pas toujours. Et chaque conseiller a identifié sur son territoire d'études de 5 à 10 acteurs locaux, ou alors moins, de 1 à 5 acteurs, avec des compétences complémentaires en termes de logistique. Donc, ça peut être un petit transporteur, ça peut être des outils pour les flux financiers, ça peut être des outils de gestion de commandes, de préparation de commandes, voilà, des acteurs qui vont avoir des métiers différents. Alors, on ne va pas rentrer dans la méthode du panorama. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est à quoi on aboutit. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, voilà ce qu'en disent les conseillers. Donc, ça sert à identifier des solutions techniques et surtout leurs conditions d'usage par les agriculteurs. C'est-à-dire, est-ce que les conditions qui sont proposées par ces acteurs peuvent correspondre à des besoins d'agriculteurs individuellement ou en collectif? On n'est pas encore à ce niveau de questionnement. À identifier aussi des acteurs qui mutualisent déjà une partie de leur logistique, au moins le transport, parfois de façon informelle, et sur lequel pourraient se greffer d'autres actions derrière. À cerner la marge de manœuvre de collaboration avec les acteurs en place. Il peut y avoir aussi des acteurs qui travaillent encore très peu sur de l'alimentaire de proximité, mais sur lequel on pourrait, grâce à de l'innovation, grâce à des changements dans leur organisation, les faire participer à des actions dont on a besoin. Ce n'est pas du tout prêt, mais ça pourrait être intéressant. Et à repérer parfois des compétences manquantes, ou on pourrait dire encore non identifiées sur le territoire. Alors, par exemple, hein, on va prendre l'exemple d'usage de ces acteurs de la logistique. Ça va être extrêmement simple, hein. Un petit schéma issu du guide de 2013 sur la logistique pour la restauration collective sur les territoires. Ce n'est pas un sujet très nouveau. Donc, sur la gauche, vous voyez en orange un peu marron, on a les producteurs. Je vous dis ça parce que le schéma est assez fin, donc on comprenne bien. Sur la gauche, on a les producteurs, on a les fermes. Sur la droite, on a les clients en bleu. Ça peut être des cantines, mais pas seulement. Puis en professionnel, et on va avoir un ou des prestataires qui vont
qui vont faire tourner cette logistique. Là, le fonctionnement peut être en collectif ou en individuel. Ça peut être chaque agriculteur qui va décider de faire expédier ses produits à ses clients par un prestataire qu'il a choisi. On n'est pas forcément sur du collectif. Ça peut être du régulier en tournée, ça peut être tout à fait ponctuel. Ça peut être des clients partagés ou pas du tout. Chacun garde ses clients et passe par un prestataire. On traite vraiment les besoins en logistique par producteur, en s'appuyant sur les structures existantes. Mais on peut vouloir aller un peu plus loin. Alors, quand on va vers un peu plus loin, les conseillers nous disent souvent, finalement, les compétences des prestataires locaux manquants sont peu nombreuses, au moins sur les fonctions majeures. On a parfois quelques besoins sur la logistique retour, quand on veut travailler on ne veut pas travailler en carton, on veut travailler en caissette plastique. Voilà, il y a des choses parfois un peu plus fines qui demandent un peu plus d'identification. Mais les conseillers posent surtout la question de la gouvernance, de la structuration de collectifs, de la motivation des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on fait finalement de tous ces acteurs motivés sur le territoire? C'est un vaste sujet que je vais introduire par un angle là aujourd'hui. Les 3/4 des conseillers connaissent des producteurs qui s'organisent entre eux pour livrer. Ça peut être de façon assez informelle. Et il y en a au moins 60. Il y en a au moins, quasiment tout le monde, pardon, connaît des producteurs qui le font. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de connaître les motivations de ces organisations. Par ordre décroissant, la principale motivation, c'est la motivation par la vente. C'est-à-dire que la logistique, dès qu'on la sous-traite, dès qu'on la fait en collectif, elle a une valeur financière. On va se motiver si ça développe la vente. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires qui va payer cette logistique. Si c'est des ventes qui existent déjà et que le producteur il arrive très bien à s'en occuper lui-même, il ne va pas forcément être très motivé pour changer cette organisation. Donc la motivation par la vente va permettre de dépasser les contraintes d'une logistique mutualisée, parce que ces contraintes sont nombreuses aussi. Évidemment, la proximité géographique des producteurs est vraisemblablement humaine. Hein. Ce sont souvent des gens qui se connaissent déjà. Et en mineur, c'est quand même arrivé en troisième motivation, une organisation forte, une association, une plateforme qui leur a proposé de rentrer dans cette organisation. Et qui, bien sûr, va fonctionner d'autant mieux qu'il y aura aussi cette motivation par la vente. Qu'elle va apporter ce surplus de débouchés, ce nouveau chiffre d'affaires qui va motiver le producteur à s'impliquer. Donc le défi, on le voit bien, ça va être de faire coïncider les besoins des agriculteurs avec ceux des collectivités. Comment l'agriculteur va pouvoir s'insérer dans cette question d'un collectif, sur la question de la logistique. Le collectif, c'est toujours un enjeu fort, que ce soit pour faire des magasins, pour faire même des choses autour de la vente. Mais quand on arrive sur la logistique, on sent encore plus leur réticence. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. Hein. Là, on a un schéma d'une organisation logistique qui est bien organisée. Vous voyez, on a un cœur, 3 pétales. On a les produits qui viennent des fermes, donc les fermes sont toujours en orange-marron. Les produits des fermes sont collectés et reviennent sur le point rose central. Ça pourrait être plus sophistiqué aussi. Hein. Là, je prends un cas assez simple, qui peut être une nouvelle plateforme ou une plateforme qui existait déjà. Là, ce n'est pas la question, c'est quelqu'un qui va rassembler les produits, s'occuper des flux d'informations. Et on a 3 tournées. Là, une le mardi, une mercredi, une le jeudi, c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, qui va aller livrer tous les points bleus, c'est-à-dire tous les clients professionnels, notamment les cantines. Ça paraît plutôt intéressant. On se dit que le producteur, il peut avoir intérêt à rentrer dans une logistique comme ça. Mais on va tout de suite se poser la question, quelle est l'implication d'un producteur pour qui cette organisation ne correspondant qu'à 10% de ses ventes? On va lui demander un effort financier, humain, de participer à des réunions. S'il est au cœur du dispositif, il peut être motivé. Sinon, si par exemple, il fait majoritairement de la vente directe au marché, ou il vend à d'autres types de clients, ou il vend sur un autre territoire. Vous voyez, il y en a des fermes qui sont en bordure des pétales. Peut-être que ces gens-là sont aussi tournés vers un autre territoire pour vendre. Et du coup, va se poser la question de leur implication dans cette structure collective. Donc voilà les
les enseignements renouvelés de cette grande enquête, enfin, en tout cas les enseignements qu'on vous a présentés aujourd'hui, et sur lesquels ma collègue Sophie Estève-Gabold va rebondir en vous présentant un autre travail majeur qui a été fait par les chambres d'agriculture et qui va répondre d'une certaine façon à cette question, puisque ce sont des plateformes qui fonctionnent, qui ont pu être étudiées pour voir en quoi elles ont pu être lancées, qu'est-ce qui a fait la force de ces structures. Voilà, donc je vous laisse avec Sophie. Peut-être Merci, tout petit bonjour. intermède. Ouais, vas-y. Excuse-moi Sophie, tout petit intermède. Si vous avez des questions sur cette première partie de la présentation, n'hésitez pas à les noter dans la conversation. Et puis on pourra les relayer, même si c'est dans un second temps. Voilà. Je te laisse la main, Sophie. Ok. Bonjour à tous. Je suis Sophie Gabold, je suis responsable du service alimentation circuit de proximité à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales à Perpignan, donc un peu loin de vous. Nous avons travaillé, ça marche pas, hein, la prise en main du truc. Merci. Nous avons travaillé en 2023 avec 6 chambres d'agriculture du territoire national sur les modèles économiques systémiques des plateformes logistiques de distribution de produits locaux. Donc, on parle ici des plateformes physiques qui intègrent toutes les étapes qui vous ont été présentées précédemment. Donc, on est vraiment sur des outils intégratifs complets avec la mission de regroupement de l'offre et des produits agricoles, d'agréage, d'éclatement après en fonction des commandes, donc une mission commerciale aussi et une mission de livraison au client final. Voilà. Ce travail, il a été réalisé donc avec la chambre d'agriculture 06 et à chaque fois c'était un binôme entre une chambre d'agriculture départementale et une plateforme. Donc les Alpes-Maritimes, l'Ariège avec la plateforme Terroir Ariège Pyrénées, sur le champ et la chambre d'agriculture 28 Eure-et-Loire, l'association Produits 631 et la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, Manger-Lautois et la chambre d'agriculture du Lot, et la cycle locale et la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, donc nous. On a été appuyé aussi par la chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et de PACA. On va passer à la suivante. Et nous avons travaillé sur 9 thématiques. La qualification de l'activité et le choix du statut juridique pour ces entités, pour ces entreprises, le démarrage de l'activité, la stratégie commerciale, l'approvisionnement, la gamme et les fournisseurs, la logistique et la gestion commerciale, les moyens humains, l'organisation interne et partenariale, le modèle économique, animation et gouvernance et la communication. Donc ça fait beaucoup de thématiques. Je vais essayer de vous présenter les points les plus importants pour une étape d'émergence de réflexion, hein, de début de réflexion. Et à chaque thématique, je vais essayer de vous sortir les points majeurs, quoi, les points de réflexion qui pourront vous éclairer dans la suite de vos projets. Avant de rentrer dans les thématiques, je voulais faire une rapide présentation de notre démarche dans les Pyrénées-Orientales pour que vous ayez un point sur le contexte. Voilà. Donc, nous sommes partis d'une étude que la Chambre d'agriculture a commanditée en 2019. L'objectif, c'était d'expertiser plusieurs solutions d'organisation départementale afin de favoriser l'approvisionnement local de la restauration collective. Nous n'avions pas de solution prédéfinie. L'objectif, c'était vraiment de savoir comment on s'organisait ensemble, professionnels agricoles, chambre d'agriculture et collectivités,
parties prenantes. Donc, on avait le département et la métropole de Perpignan avec nous pour remplir cet objectif de favoriser l'approvisionnement local de la restauration collective. Cette étude, elle a abouti à 3 chantiers qui ont été validés par le partenariat. Tout d'abord, d'accompagner les acteurs de la demande. Donc, de travailler avec les acheteurs, les opérateurs de la restauration collective sur leur connaissance de l'offre agricole, des entreprises agricoles, sur un appui à leur côté pour les aider à rédiger des appels d'offres qui soient adaptés à l'offre locale et sur une animation pour qu'ils puissent partager entre eux les bonnes pratiques. L'objectif, c'était aussi de coordonner la demande, de travailler à orienter plus la demande en lien avec les saisons, donc sur des produits de saison, de leur permettre de faire des échanges sur les menus en amont et de partager les besoins en volume par produit et par période pour voir si en face, nous avions la production nécessaire et suffisante. Le deuxième chantier, donc, qui était une des conclusions fortes de cette étude, ça a été de créer une plateforme de produits locaux. Donc, une entreprise complète qui fasse à la fois le regroupement de l'offre, la fonction commerciale et la livraison au client. Et le troisième chantier a été de mettre également en place une gouvernance globale pour continuer à échanger au-delà de l'outil que serait la plateforme sur cette volonté commune d'œuvrer de manière partenariale en faveur d'une alimentation durable dans le département et notamment autour de la restauration collective. À partir de 2020, nous avons mis en œuvre la feuille de route et donc nous avons animé un groupe de travail pour l'émergence d'une plateforme. On a travaillé sur la définition de la gouvernance, du fonctionnement interne, le travail sur la gamme, des options d'implantation, le business plan, l'ingénierie financière. Et en parallèle, nous avons créé une association qui s'appelle Mangeons Local 66 et qui porte aujourd'hui un projet alimentaire territorial. Nous avons fait maintenant 3 ans de projet alimentaire territorial en émergence et nous sommes en cours de reconnaissance en PAT opérationnel. Cette association Mangeons Local 66, ça c'est important. Il y a 5 membres fondateurs, la Chambre d'agriculture, le CIVAM Bio, le département des Pyrénées-Orientales, l'association des maires des Pyrénées-Orientales et Perpignan Méditerranée Métropole. Alors, tous ces travaux ont abouti en juin 2022 à la création d'une plateforme, donc la SIC Le Local, fournisseur de saveurs des Pyrénées-Orientales, qui est donc sous statut SCIC, qui regroupe à la fois des producteurs, qui sont les fournisseurs, alors indépendants ou structures collectives, des collectivités territoriales et acteurs publics et de la société civile, ainsi qu'un collège pour les salariés, c'est obligatoire pour les SIC. Notre gamme de produits, c'est 100% Pyrénées-Orientales. Nos cibles de clients, c'est essentiellement la restauration collective, mais également tout autre débouché local qui voudrait du produit local, donc des boutiques et stands de producteurs, des magasins et autres GMS. Et en Occitanie, il y a un réseau de plateformes qui s'appelle APRO et les plateformes d'Occitanie s'approvisionnent les unes les autres sur les gammes qui leur manquent en production sur leur département. Voilà. Alors, sur l'année de démarrage, là, c'est que les chiffres à prendre vraiment avec beaucoup de pincettes. Ce sont les chiffres des premiers 12 mois d'activité. Voilà. On a eu un très fort appui des plateformes de la région pour faire le démarrage. Voilà. On peut passer. Sur cette diapo-là, je voulais vous présenter les différentes plateformes du panel de travail et qui ont alimenté toutes les réflexions sur les différentes thématiques que je vais vous présenter après. Donc, nous avons des plateformes qui ont 10 ans et plus, qui ont plus de 10 ans et d'autres qui n'avaient pas encore 1 an. Donc, on est sur une durée d'existence très différente, des statuts juridiques différents, SIC ou Association Loi 1901. Il y a même, dans les Alpes-Maritimes, c'était carrément un service de la Chambre d'agriculture, mais ils vont évoluer vers une SIC. Des tailles d'entrepôts différents, des volumes distribués relativement différents, etc. Alors, notre première thématique, c'est la qualification de l'activité et le choix du statut juridique.
Donc, sur le panel, on se rend compte qu'il y a des associations loi 1901. Ça, c'est un statut qui est très souple, qui permet de conduire l'activité d'une plateforme en respectant certaines règles et en faisant attention à différents points, mais c'est possible. Ça a l'intérêt de la souplesse, tant à la constitution qu'au fil de l'eau sur la gestion. Après, l'autre choix qui ressortait, c'était les SCIC, donc Sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors ça, ce sont des sociétés privées, c'est appuyé sur un statut de SA, SARL, SAS, mais SA, qui permet d'associer différents partenaires et notamment les collectivités publiques. Donc c'est le seul statut d'entreprise privée qui permet d'associer les collectivités publiques. Et ça a été, c'est souvent ça qui est déterminant dans le choix de ce statut. Les deux, associations et SCIC, permettent d'avoir des structures qui portent une mission d'intérêt général. Alors, la spécificité de ces plateformes, c'est que ce sont des structures qui portent une mission d'intérêt général, mais dans un paysage concurrentiel. Donc, on est sur des démarches collectives et partenariales qui associent très souvent des collectivités locales, qui associent les chambres d'agriculture et des agriculteurs. Leurs valeurs fondatrices parlent du développement de filières locales, de la rémunération juste aux producteurs et de prix juste aux bénéficiaires, aux clients, de la relocalisation de l'alimentation dans une logique de circuit court et de réduction du nombre d'intermédiaires. Pour autant, ces structures, elles s'inscrivent vraiment dans le champ concurrentiel, mais elles diffèrent des opérateurs privés, et typiquement des grossistes, dont elles sont concurrentes, par leur stratégie commerciale qui est dictée par une éthique et des besoins identifiés sur le territoire. Et qui est dictée aussi par le fait que les collectivités et les chambres d'agriculture sont souvent impliquées dans la gouvernance. Je me permets, Sophie, voilà, d'insister sur le message que tu passes ici. Nous, en Bretagne, on a, je pense, un réseau d'acteurs assez riche, et on peut rapidement se poser cette question de comment on avance sans être dans l'opposition des différents acteurs. Je pense qu'ici, tu pointes vraiment du doigt quelque chose d'essentiel sur le fondement même de la mission que peut porter ce genre de nouvelle structuration. Tout à fait, ça a été bien l'objet de notre étude préalable, qui est une étape importante. C'était la question de fond, c'était est-ce qu'on trouve un partenaire local déjà existant, un partenaire privé qui est partant pour faire une convention et travailler avec nous, ou est-ce qu'on crée un outil? Alors après, il n'y a pas la bonne réponse, il n'y a jamais la bonne réponse sur ces sujets-là. Il faut vraiment trouver la réponse adaptée à son contexte local, à son territoire et au jeu des acteurs existants au moment où on se pose la question. Alors, phase totalement déterminante, le démarrage de l'activité. Donc, on vient de le dire, ça nous fait la transition, l'importance de l'étude préalable. C'est important de prendre le temps de faire un diagnostic de territoire, pas pour faire un diagnostic de plus. Nos élus, tant des collectivités que nos élus professionnels agricoles, non, enfin, je pense que les vôtres, c'est comme chez nous. On n'est pas partant pour faire des diagnostics juste pour faire des diagnostics. Par contre, là, l'objectif, c'est d'identifier les acteurs en activité sur le territoire qui pourraient répondre aux besoins identifiés et évidemment aussi travailler sur la complémentarité entre les besoins de produits de la restauration collective et la gamme produite par les agriculteurs du territoire. Voilà. Après, sur cette phase de démarrage de l'activité se pose le montage financier, le business plan et clairement sur une création de structure, il faut pas espérer avoir un équilibre financier avant 4 ou 5 ans. Il y a des charges incompressibles qui tombent dès le début de l'activité et qui ne peuvent s'amortir qu'avec le développement de l'activité. Donc, il faut prévoir. En fait, il y a 2 façons de répondre à ce déséquilibre financier prévisible au moins sur 3 ou 4 ans, les 3 ou 4 premières années. Tout d'abord, c'est de savoir démarrer petit et de grandir au rythme de l'activité. Il faut imaginer qu'il va falloir déménager, qu'on ne va pas démarrer sur le local idéal, la taille d'entrepôt, le nombre de camions et le nombre de personnel.
nécessaire quand on sera en phase de croisière. Il faut commencer vraiment petit, accepter de déménager et grandir. Les moyens humains, toutes les plateformes de notre panel, elles ont démarré à 1 ou 1,5 ETP avec, et c'est très important, de gros appuis des chambres d'agriculture au démarrage et du personnel des chambres d'agriculture au démarrage. Enfin, il y a tout un travail à faire sur la mobilisation de subventions. Alors, aux investissements s'il y en a, mais il y a aussi quelque chose qu'on met en avant, c'est les subventions d'amorçage et la constitution du fonds de roulement. Les subventions d'amorçage, c'est intéressant de les mobiliser. Nous, on l'a fait auprès de nos collectivités actionnaires, d'ailleurs, de la plateforme, en leur disant que c'était plus intéressant et plus pertinent de négocier en amont sur la base d'un business plan, d'un prévisionnel, une aide pour éviter pour couvrir le déficit d'activité qui allait arriver, plutôt que d'aller les rencontrer en fin de première année pour remplir un trou financier. Au niveau de la stratégie commerciale, alors les points généraux communs aux différentes plateformes, c'est qu'on est sur une cible professionnelle. On n'est pas sur des structures qui sont adaptées pour répondre à la cible du consommateur final, faire des paniers, etc. On est vraiment plutôt sur une stratégie commerciale professionnelle. La restauration collective est très, très souvent la cible à l'origine des projets, dans le cadre des démarches territoriales, des projets alimentaires territoriaux. Mais on constate aujourd'hui que même sur les plateformes qui étaient très spécialisées RHD, elles ont toute une tendance à la diversification des clientèles, parce que ce sont des outils structurants qui sont outillés pour répondre aux clients professionnels. Et une fois qu'on a investi dans des outils professionnels comme ça a du sens de diversifier les débouchés pour se prémunir aussi des crises comme, évidemment, le Covid a changé la donne et la fermeture des écoles, etc., ont poussé ces plateformes très spécialisées RHD à se diversifier. La stratégie commerciale, elle est dictée, comme je le disais tout à l'heure, par une éthique et des besoins identifiés sur le territoire. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se donne comme objectif de servir la restauration collective, même pour les structures éloignées et pour des petites commandes. Donc, c'est des services qui sont peu rentables, voire pas rentables. On se donne souvent aussi comme objectif de ne pas déstabiliser les accords commerciaux qui préexistent avec des agriculteurs locaux. S'il y a quelques agriculteurs qui servent déjà la restauration collective et qu'ils ne trouvent pas leur intérêt à lâcher ce débouché et passer par la structure collective qui va se monter, et bien cette structure collective, puisqu'elle a une éthique forte et c'est souvent le rôle des chambres d'agriculture à ce niveau-là, elle va se dire, là, je ne vais pas faire perdre son marché à cet agriculteur qui a fait le travail avant. Voilà. Servir des produits locaux et pas de produits exotiques. On verra tout à l'heure que ça, les choix varient selon les structures, mais souvent, on est vraiment sur du produit local. Ne pas rajouter une marge à une autre marge et s'interdire de passer par certains opérateurs. On est sur des démarches qui visent à réduire le nombre d'intermédiaires et pas à les multiplier. Donc, s'il y a déjà des opérateurs qui servent la restauration collective avec des produits des agriculteurs et que les agriculteurs s'y retrouvent, on les laisse faire et on ne se met pas à leur dire il faut passer par la plateforme et du coup, ce qui n'aurait que l'effet de rajouter une marge et rien pour les agriculteurs ni pour les clients. Certaines plateformes s'interdisent certains débouchés, comme la grande distribution. Alors, de moins en moins, mais il y en a quand même qui n'y vont pas. Et ça, c'est toujours des décisions propres à la gouvernance de chacune des structures. Approvisionnement gamme et fournisseurs. Alors, la clé, c'est d'avoir une gamme diversifiée. On va voir que les fruits et légumes, c'est un gage de fraîcheur et de proximité. La viande et les produits laitiers, bien évidemment, c'est très important. Et puis, ça permet de faire une marge un peu plus importante. Les produits transformés, la 4e gamme, c'est déterminant pour la restauration collective. Et tout ce qui va être en élargissement de gamme, c'est positif parce que ça permet de proposer un panier le plus complet possible à ses clients. Alors, les fournisseurs, ils sont principalement membres des structures. Les prix sont fixés par les producteurs. Les enjeux des produits Egalim
alors, les prix sont fixés par les producteurs. Je suppose que encore plus aujourd'hui, dans le contexte de crise actuelle, vous êtes sensible à cet argument et c'est sûr que c'est un des arguments majeurs de la création de ces structures, quoi. C'est des structures dans lesquelles les producteurs, les agriculteurs sont à la gouvernance et du coup, ils sont maîtres des prix qu'ils proposent. Alors, enjeu de la loi Egalim et des produits Egalim, il est capital que ces structures elles puissent répondre, faire les reportings nécessaires pour que les cantines elles puissent donner leur rapport sur les pourcentages des produits Egalim. Et la loi Egalim, elle a clairement un effet positif sur les produits bio. Le périmètre d'approvisionnement, en général, c'est le département, avec des compléments à l'échelle régionale via un réseau de plateformes. Quand ça existe, c'est positif. Les produits exotiques, c'est un choix stratégique, comme je le disais. Certains y sont pour, d'autres sont contre. Alors, donc, on arrive sur la thématique logistique et gestion commerciale et vous vous rendez bien compte que dans cette présentation, au final, le point logistique est un petit point de l'ensemble des sujets qu'il faut embrasser dans le cadre de création de projets comme ça. Donc, ces plateformes, elles rendent des services mutualisés pour des clients professionnels avec le regroupement de l'offre, un catalogue et des tarifs clairs, un interlocuteur unique commercial, une commande, une livraison, une facturation. C'est vraiment un service pour les opérateurs de la restauration collective qui est apprécié. Les services, ils sont professionnels. L'agréage des produits, les mercuriales, la logistique. Voilà. Et elles permettent également, et ça c'est un enjeu fondamental, la massification. C'est clair que comme on fait le regroupement de la gamme, sur une palette multiproduit, le franco de port, il est bien plus facilement atteint que si c'est juste un producteur qui va livrer son produit et du coup, il va avoir des coûts logistiques importants. La livraison au client, alors là, il n'y a pas de règle. Elle est, selon les cas, assurée en propre. Donc, il y a des plateformes qui ont des camions et des chauffeurs. Parfois, elle est externalisée totalement via un prestataire local ou des prestataires locaux. Et parfois, il y a une situation un petit peu hybride où des plateformes louent des camions avec chauffeur ou bien louent des camions et ont un chauffeur en propre. Et il y a des solutions intéressantes qui sont les camions commerciaux. En fait, c'est des camions publicitaires et du coup qui permettent d'avoir des locations à des prix intéressants. C'est vraiment là, Sophie, un lien avec ce que nous disait Sophie de Verdelon juste avant sur c'est une vraie réponse à ce qu'attendent les producteurs, c'est-à-dire pas apporter une solution logistique qui viendrait en switch à leur propre organisation actuelle, mais bien, et puis là je ponctue là-dessus parce que dans notre sémantique, on parle de solutions logistico-commerciales et c'est vraiment ça à quoi les cycles que tu nous présentes ont apporté réponse. C'est une réponse combinée. Tout à fait. Alors, j'en reviens à notre étude préalable. On avait identifié, du coup, avec pas mal d'enquêtes auprès des différents acteurs, ça, c'était un besoin qui était remonté à la fois des acteurs de la demande et des producteurs. Parce que, et c'est là qu'on trouvait l'intérêt de l'outil plateforme physique, fonction commerciale et logistique, parce que c'était vraiment ce qui manquait aux acheteurs de la Restoco, parce que c'est compliqué pour eux de connaître tous les producteurs, d'avoir 15 ou 20 interlocuteurs de producteurs et de facturation, etc. Et pour les agriculteurs, où c'était, il y a la fonction commerciale et la fonction logistique sont deux fonctions intimement liées et c'est l'association des deux qui rend vraiment le service ultime en fait. Hein. Il y a des outils, il y a des plateformes en ligne qui sont en fait des outils qui répondent à la mutualisation de la fonction commerciale. On garde le frein de la logistique, enfin de la livraison. Et puis, il y a ces travaux, mais qui sont plus des associations de producteurs là pour mutualiser la logistique. Mais voilà, là, on est sur la solution combinée complète.
Alors, partenariat et organisation interne, on a identifié 4 fonctions qui se retrouvent dans toutes les plateformes. Donc, la fonction commerciale, la fonction responsable des approvisionnements, logistique, préparation des commandes et gestionnaire administratif. Alors, je fais un petit point d'attention sur cette dernière fonction de gestionnaire administratif, à ne pas oublier, même en phase de démarrage, parce que la charge liée à ce volet-là est très vite importante. Et même si on commence à 1 ou un ETP et demi, on cherche toujours des moutons à 5 pattes parce que c'est important au début, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir plein de salariés, mais il ne faut pas oublier la charge administrative. Alors, dans notre panel de plateformes, à nouveau, il y avait différents types de moyens humains. Il y a les moyens humains propres, donc les salariés des structures. Il y a l'implication des chambres d'agriculture, vraiment à ne pas oublier ni négliger, parce que dans tous les cas, alors de manière différente, mais elles font beaucoup. Et il y a aussi le recours à des prestataires. Selon les contextes, il y a une plateforme qui a un prestataire sur la fonction commerciale, il y a une plateforme qui a un prestataire sur la préparation des commandes et livraison, voilà. Alors, quelques ratios et quelques chiffres, hein, même si c'est un peu tôt, mais ça pourra vous aider au moment où vous serez dans le montage des business plans et des prévisionnels. Donc, on a fait des moyennes sur les postes de charge. 73% des charges, ce sont les achats de marchandises, en moyenne sur les 6 plateformes. Hein. C'est quand même à prendre avec précaution, mais bon. 11%, c'est les salaires et les charges sociales. 9% logistique et transport. 2% loyer ou charges financières sur bâtiment. On voit bien que nos plateformes, elles n'ont pas investi lourdement sur l'immobilier. Hein. Et puis 5% autres charges. Et quelques ratios pour se repérer. Alors, le ratio moyen transport sur vente de marchandises, il est à 8%, mais il varie sur le panel de 3 à 15. Le ratio moyen coût complet logistique, donc ça veut dire préparation des commandes et transport, sur le chiffre d'affaires, il est à 11%, mais il varie de 3 à 15. Le ratio moyen charge de personnel sur chiffre d'affaires, 13%, et la marge commerciale moyenne sur chiffre d'affaires, elle est de 18% et également, elle varie de 13 à 21 entre les plateformes. Animation et gouvernance. Alors, quelques points clés hein, que je voulais soulever. L'implication des agriculteurs dans les prises de décision. C'est hyper important qu'ils soient impliqués dès le démarrage, à l'émergence, et puis qu'après, ils soient impliqués dans la gouvernance. C'est un peu la spécificité de ces outils. Hein. Donc, définition de la gamme, fixation des prix, validation de la stratégie commerciale, sélection des clients. Alors, évidemment, ces plateformes, tout l'intérêt qu'elles ont, c'est qu'elles associent dans leur gouvernance les agriculteurs et les partenaires collectivités publiques qui ont souhaité y être. Et du coup, ce qui est très poussé et très intéressant, notamment dans les statuts de SCIC, c'est qu'on va associer les agriculteurs et les potentiels acheteurs dans la définition de la gamme, la fixation des prix, la validation de la stratégie commerciale. Ensuite, autre point clé, c'est le soutien des chambres d'agriculture au démarrage et sur le long terme. Les chambres d'agriculture, ce sont par nature, hein, parce que ce sont des établissements consulaires, des interlocuteurs à la fois des agriculteurs et des pouvoirs publics. Et ce rôle-là, sur ces projets-là, il est très intéressant parce que il est vraiment sur les 2 acteurs clés et il permet de faire le lien. Donc, les chambres d'agriculture, elles sont là pour faire le lien avec la stratégie de développement territorial des collectivités et elles permettent aussi de maintenir et de faire reconnaître sur le long terme la spécificité d'intérêt général de ces structures. Enfin, et pour conclure, ces plateformes, tout l'intérêt qu'elles ont, c'est qu'elles doivent trouver le juste équilibre entre l'efficience et l'intérêt collectif. Alors, il n'y a pas de modèle unique dans ce qu'on a étudié.
Mais effectivement, j'ai essayé de vous faire ressortir les problématiques communes. J'insiste sur le fait que le contexte local, il est déterminant pour tous les choix sur toutes les thématiques qu'on a pu dérouler. On est sur des démarches collectives et partenariales, c'est ça qui fait leur force. Elles associent collectivités locales, chambre d'agriculture et agriculteurs, et elles portent cette mission d'intérêt général. Tout l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre entre l'efficience nécessaire à la rentabilité et donc à la pérennité de la structure, sans s'éloigner des objectifs de départ et de l'éthique. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos besoins et on peut prendre des questions. N'hésitez pas à taper vos questions. On va les faire remonter, nous, via la conversation. Ouais, on pourra prendre un Peut-être. temps aussi à la fin On prendra un temps. de questions. Donc, n'hésitez pas. Donc déjà, merci à Sophie de Verdelan et à Sophie et Tess Gabold pour leur présentation. Avec Julien, on souhaitait conclure en vous parlant de comment on imagine un petit peu la poursuite de ces réflexions. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pris trop le temps de se présenter au début. Donc avec Julien Lignot, on fait partie en fait de l'équipe projet alimentaire et filière de territoire de la Chambre d'agriculture. Julien sur le 22 et moi sur le Pays de Lorient. Donc voilà, juste pour resituer parce qu'on n'a pas pris ce temps-là au début. Et donc sur la poursuite de ces réflexions, en fait, on s'est projeté plutôt sur 2 niveaux d'accompagnement, en tout cas en Bretagne, avec une partie plutôt structuration, en vous apportant de la ressource, par exemple, via des webinaires comme aujourd'hui. On parle de plateforme, c'est une des solutions à la logistique alimentaire de proximité. Et puis, on pourrait imaginer de créer des groupes d'échange plutôt à l'échelle des départements pour échanger un petit peu sur parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a déjà en fait des initiatives qui sont en cours dans vos territoires. Donc il y en a qui sont à l'état de questionnement, d'autres qui sont un peu plus avancées et de se dire eh ben, est-ce que on peut partager un petit peu nos réflexions pour nourrir aussi chacun de nos territoires. Donc voilà, on reviendra avec Julien, avec vous sur ces groupes d'échange-là. Et en parallèle, en fait, de cette structuration, on a bien sûr ce qu'on appelle l'expérimentation terrain, c'est-à-dire à des échelles plus locales, des réponses plus concrètes avec, par exemple, donc, sur le Pays de Lorient, on a effectué avec Lorient Agglomération et la Chambre d'agriculture un guide des acteurs de la logistique de proximité, donc à destination des différents acteurs de la filière pour qu'ils aient accès en fait à ces acteurs-là, qu'ils puissent les contacter et puis favoriser cette logistique. On a aussi le 9 mai, donc dans le 22, un forum des Je- produits locaux. Juste, je me permets de faire la petite correction. On a un 2 qui est parti, c'est le 29 mai. Voilà, vous pouvez réserver Voilà. votre date, ce sera le 29 mai, le forum des produits locaux à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Saint-Brieuc. Voilà, donc le 2 est parti. Et puis le 11 juin, on reviendra sur l'expérimentation qui a eu lieu à Pluvigné, une expérimentation sur l'approvisionnement, notamment en légumes. Et donc la restitution se fera à la journée des collectivités à la station d'Auray le 11 juin. Pareil, c'est une étude qui a été très riche avec de nombreux résultats intéressants sur l'approvisionnement local et la logistique. Donc voilà, en fait, deux niveaux de réponse à cette question logistique. Et puis, bien sûr, toujours l'accompagnement des producteurs à l'échelle de leur entreprise. Ça, c'est aussi notre métier. Il y a 2 questions peut-être Oui. auxquelles je peux répondre. Oui. Alors la première, c'est quel type de financement peuvent être mobilisés pour accompagner les collectifs? Alors, nous avons bénéficié des financements dans le cadre du plan de relance. Alors lui, il n'est plus actif. Par rapport
aux investissements, il y a les accompagnements du PDR avec le FEADER et la région. Je suppose que ça doit fonctionner en Bretagne également. Par rapport à l'accompagnement des collectifs, donc à plus de l'immatériel, on nous annonce des dispositifs pour accompagner les projets alimentaires territoriaux. Et du coup, en fonction de ce qui sort à ce niveau-là, je suppose que, enfin, il faut être vigilant. Ça doit sortir dans les mois qui arrivent. Il y avait plusieurs millions qui étaient annoncés au niveau national pour accompagner les projets alimentaires territoriaux. Ensuite, alors là, le problème, c'est que je connais les financements en Occitanie. Il y a la mesure du PDR qui peut être portée par des territoires, en fait, hein, mais infra-départementaux. C'est la mesure projet de coopération. Et du coup, dedans, en Occitanie, il y a les possibilités d'accompagner les projets agricoles des projets alimentaires territoriaux, avec de l'immatériel et des moyens humains. Voilà. Ça, c'est pour ce premier point. Mais peut-être vous pouvez compléter avec des connaissances sur ce qui existe en Bretagne. N'hésitez pas à les mettre dans la conversation si vous avez des Après, exemples. clairement, chez nous, on a eu un soutien du conseil départemental. Hein, voilà, les conseils départementaux, quand ils accompagnent les projets de développement agricole, ils peuvent intervenir sur ces phases d'émergence. Nous, on a eu de l'appui. Après, il y a une question sur l'implication des chambres d'agriculture. Alors, pour être très concrète, dans tous les exemples que nous avons étudiés, les chambres d'agriculture sont à l'initiative des travaux et de la création des plateformes. Donc, ça veut dire que c'est les chambres qui ont financé, qui ont mis du temps humain et qui ont recherché des aides ou bien qui l'ont fait sur fonds propres pour financer le temps d'animation, de coordination, d'ingénierie de projet, d'ingénierie financière et d'animation des partenariats, mobilisation des agriculteurs, etc. Ensuite, dans la phase de lancement, dans tous nos exemples, les chambres d'agriculture continuent à mettre des moyens humains sur d'autres missions, notamment alors, il y en a certaines qui mettent carrément des personnes dédiées sur le pilotage et la stratégie de ces plateformes. Donc, c'est des fonctions, il y en a même une, le directeur de la plateforme est mis à disposition par la Chambre d'agriculture. D'autres, c'est des missions plus informelles de pilotage et d'accompagnement stratégique, mais en gros, c'est les mêmes missions. Et ensuite, il y a très souvent des agents qui sont en appui aux commerciaux et aux équipes des plateformes pour identifier les producteurs, donc faire le sourcing producteur, pour faire le lobby auprès des acteurs de la restauration collective. Et ça, c'est vraiment une mission qui reste Chambre d'agriculture pour accompagner les acteurs de la restauration collective à adapter leur marché public à l'offre locale pour que les outils collectifs soient en mesure de répondre au marché public. Et après, il y a des agents chambres aussi qui aident les salariés des plateformes à répondre au marché public. Voilà. Donc, il y a vraiment des investissements à différents points. Et puis, il y a aussi de la mise à disposition de personnel administratif pour faire la gestion administrative compta de ces outils. Voilà. Donc, c'est très varié, mais c'est à la fois stratégique, opérationnel, et ce qui est important, c'est quand j'expliquais ce rôle un petit peu à la croisée entre les agriculteurs et les collectivités, c'est que la Chambre d'agriculture, elle fasse en parallèle la sensibilisation, le travail partenarial, la sensibilisation des élus locaux, etc., à l'importance de passer par ces outils-là. Parce que l'objectif, c'est pas tant ces outils, mais c'est bien l'approvisionnement local de la restauration collective. Et on s'entend, j'imagine, Sophie,
sur le fait que c'est une fonction aussi qui se fait aussi en binôme avec les collectivités, notamment toute la sensibilisation auprès de la restauration collective, qui aujourd'hui peut être imaginée dans le cadre et qui se fait déjà et sur lequel il y a déjà beaucoup d'actions. Voilà. Des gens que je vois présents aujourd'hui au webinaire, il y a déjà beaucoup d'actions sur l'amélioration de la part des produits locaux. Donc ça, c'est déjà des travaux en fait qui rentrent dans cette dynamique-là. Et quand on parle de plateforme, ce n'est que l'aboutissement d'un travail qui est déjà en cours et pour lequel on a déjà amené des briques. Et là où donc c'est Sophie en Bretagne, Julien, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement certaines de ces plateformes sont nées il y a déjà plusieurs années et ont donc fait plusieurs choses en même temps, alors qu'aujourd'hui il y a une partie des travaux qui est bien avancée, alors que certaines parties ne sont pas encore avancées en Bretagne. Ouais, tout à fait. Alors, c'est clair que tous les travaux conduits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, ils préparent le terrain, logiquement. Les plateformes, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment juste un outil pour servir une stratégie. Et les stratégies, en général, elles sont déployées par enfin, selon les territoires encore, hein, mais elles peuvent être déployées soit par des stratégies départementales, territoriales et des projets alimentaires territoriaux. Peut-être avant de prendre les dernières questions, mais parce que ça fait du lien avec ce qu'on est en train de se dire, c'est quelle place dans cette structuration de logistique alimentaire on se donne et comment dire, quelle poursuite et quel rôle les collectivités aussi, quelle place elles prennent dans tout ce travail-là, qui est vraiment un méga travail et multi-partenarial. Déjà, moi, je réinsiste sur l'importance qu'ont les collectivités dans l'identification du besoin. Parce qu'on ne peut pas structurer une offre sans avoir une connaissance fine du besoin. Et ça, c'est la poursuite du travail qui est déjà en cours, notamment au travers des PAT. Et c'est une vraie force, et les collectivités ont une vraie force d'impulsion pour caractériser cette demande. Ça sera aussi ça permettra d'avoir une finesse pour savoir quelles familles de produits peuvent impulser cette structuration de produits locaux. Voilà. Comment on caractérise cette demande, c'est primordial pour derrière structurer l'offre. L'importance aussi de l'engagement du côté des achats. Sophie a précisé que voilà, pendant 2 à 5 ans, ces structurations ont une forme de fragilité et venir renforcer en visibilité sur des intentions d'achat ne permettra que de consolider cette phase de démarrage. Et puis là, ça vient en complément de ce que disait Perrine. Il faut qu'on puisse continuer voilà, dans la poursuite de ce rendez-vous, mais aussi de structuration qui existent déjà, qu'on va venir renforcer, et d'autres qu'il faut faire venir naître sur d'autres territoires, trouver le bon périmètre et avoir des réflexions transversales. Voilà, qu'on ait une forme de task force interstructure qui viennent poursuivre et consolider, donner un cadre à ces projets. Et puis, on a besoin aussi, en réponse aux expérimentations qui peuvent être apportées, que les territoires se mobilisent. Et on a besoin de vous pour trouver, flécher les acteurs qui vont être OK pour une expérimentation en approvisionnement légumes ou autres de famille, donc, ou autres familles de produits. Donc, c'est vraiment je pense qu'on avance sur nos projets alimentaires en étant des partenaires. Il faut vraiment qu'on continue sur ce sujet-là aussi à l'être et à être vraiment dans la communication, tant sur l'expérimentation que sur la partie structuration. Donc voilà ce qu'on imagine pour la suite, les suites à donner. On peut reprendre, je pense, des questions. Ouais, c'est ça. Il y a une question sur les territoires. Urbain, rural, intermédiaire, densément peuplé, ça je peux répondre très rapidement. Donc on avait un panel de 6 plateformes. Il y a 2 départements, les Alpes-Maritimes et Produits 631 qui ont plus d'1 million d'habitants.
2 départements, l'Ariège et le Lot, qui ont moins de, enfin, qui sont à 150 000 et 170 000 habitants. Et puis les 2 autres, entre 400 et 500 000. Donc, l'Eure-et-Loire et les Pyrénées-Orientales. Donc, on était sur un panel assez varié et avec à la fois au sein de ces départements des zones urbaines densément peuplées et puis des territoires ruraux plus isolés et faiblement peuplés, quoi. Voilà. Ouais, sachant que dans ces projets, même si on a dit que souvent les plateformes servent plusieurs types de clients, on a bien au départ cette volonté de servir la restauration collective. Donc ça va aussi beaucoup dépendre de la capacité à commander de la restauration collective. On a des territoires assez ruraux, mais qui investissent beaucoup dans les produits locaux, dans les cantines, et du coup, on va avoir de la demande, en fait, hein. Donc ça va être Quand on a travaillé en groupe de travail entre conseillers des chambres sur ces questions-là, on voit bien que c'est multifactoriel. Il y a le volume et la qualité de la demande, volume et qualité de l'offre, et puis effectivement, sur certains territoires, notamment en montagne, il y a quand même eu des questions où il n'y a plus aucun prestataire voulait se déplacer, par exemple, parce qu'à un moment, il ne voulait plus y aller. Bon, chez nous, en Bretagne, c'est un petit peu minimisé, ça. Donc, on va être plutôt sur cet équilibre entre offre et demande. Est-ce que la demande des cantines est suffisante? C'est pas toujours lié à la densité de population. Tout à fait. On a regardé sur notre panel, on a fait un petit calcul, le ratio chiffre d'affaires des plateformes sur le nombre d'habitants. Et du coup, ça nous donne un petit peu oui, c'est un peu ce que vous disiez, quoi, la capacité à commander des opérateurs de la restauration collective. Et du coup, on va de moins de 1 euro jusqu'à 8 euros par habitant. Et voilà, donc tout se joue pas juste sur le nombre d'habitants, hein, tout se joue sur le partenariat, le relationnel et la capacité commerciale. Et après, il y a aussi un gros travail à conduire sur l'adéquation. Il y a différentes échelles. Chez nous, on a 2 gros opérateurs de restauration collective qui servent plus de 13 000 repas jour. Et puis après, on en a plein de tout petits. Et du coup, il faut savoir aussi trouver des structures agricoles adaptées à ces différences de volume de commandes, quoi. Donc, on va avoir une certaine typologie d'exploitation qui vont être adaptées pour répondre à certaines typologies de clients et d'autres. Voilà. Et c'est aussi un gros boulot. Alors, la question de Pascal Tocquart sur l'échelle départementale par rapport à l'économique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'échelles qui ont été définies au départ plutôt politiquement, mais qui vont avoir des implications économiques. Et il y a aussi vraiment cet effet que quand on est sur des petites échelles, enfin, je sais bien qu'il y a quand même un problème de vocabulaire géographique, en tout cas une échelle restreinte, un petit territoire, on a quand même la question de la mobilisation des agriculteurs qui vont aussi aller vendre ailleurs. On a de nouveau cette question que je soulevais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que souvent l'échelle départementale a été choisie pour avoir suffisamment d'agriculteurs mobilisés sur ce territoire et avoir aussi l'interlocuteur départemental pour les collèges, hein, tout simplement aussi, hein, pour les cantines. Voilà. Mais on peut tout à fait réfléchir à d'autres échelles, hein, ce n'est pas formellement interdit. On ne dit pas qu'il faut forcément faire du départemental, mais il y a plein de raisons qui amènent souvent à ça. Mais ça comme disait Julien, il va y avoir des groupes de travail et je pense que c'est dans ce cadre-là que ça peut se rediscuter. On pourra en reparler. Tout à fait. Après, il faut avoir conscience qu'il y a des investissements et des volumes minimums en deçà desquels c'est compliqué de faire vivre des plateformes et que du coup, toutes les expériences qu'on connaît, elles plaident à minima pour une échelle départementale et avec des compléments avec les départements limitrophes. Il y a aussi la question de la diversité des productions et sur des territoires à l'échelle de communautés de communes ou autres, on n'a pas forcément systématiquement la diversité des terroirs
et des productions qui peuvent être en général plus variées à une échelle départementale, voire régionale. Je me permets de faire rebondir vivre une remarque de David Duguay-Pérou que je trouve très, très juste. Effectivement, on a en tête de structurer pour apporter un service aux producteurs, mais les modalités aussi et la manière dont on va structurer une logistique ou une logistico-commerciale, elle doit aussi prendre forme par rapport aux services attendus pour ceux qui seront des acheteurs. Pour caractériser mon exemple, en fait, ce qui est vraiment attendu, c'est aujourd'hui d'améliorer sa part de produits locaux, mais en ayant une facilité d'usage, c'est-à-dire une palette qui regroupe, voilà, on est presque sur de la caricature, mais c'est une palette qui regroupe tous les produits locaux qui sont attendus et pas avoir des plages horaires de livraison à n'en plus finir pour recevoir tout le monde à des heures, voilà, et de manière complètement désordonnée. Donc la structuration, elle doit aussi prendre en compte le service client qui est attendu. C'est effectivement une bonne réflexion. Alors, je crois qu'on a une question aussi sur les retours d'expérience de plateformes qui intègrent d'autres débouchés comme la restauration commerciale ou GMS. Et je pense que Sophie a des exemples sous le coude. Et là, on parlait de la motivation par la vente. Ça a parfois aussi fonctionné parce que la restauration collective mettant toujours un temps à se développer par rapport à l'offre et la demande, parfois c'est un autre débouché qui va du coup motiver un peu les agriculteurs pour faire tourner la plateforme en attendant que les cantines se développent. Tout à fait, hein, ça c'est une très bonne remarque. Nous avons monté, notre structure a démarré son activité en juin 2022 et nous avons pu, avec notre principal partenaire de la restauration collective, il a pu renouveler son marché uniquement en septembre 2023. Donc, il a quand même fallu tenir de juin 2022 à septembre 2023 sans notre pilier de notre étude préalable, de l'étude des besoins, etc. Donc, c'est important. Et comment du coup on a fait comment ça a tenu, c'est bien par la diversification des débouchés, GMS, magasins détaillants spécialisés, parce que, par exemple, quand nous on a une grosse gamme bio et du coup notre commercial est allé voir les magasins spécialisés bio, magasins de producteurs pour certaines plateformes. Il y a le réseau des magasins de producteurs qui représente un gros pourcentage de leurs débouchés. Dans notre panel, on avait une plateforme qui était que à 10% de ses débouchés sur la restauration collective. Après, la restauration commerciale, dans notre panel, hein, je ne vais pas faire de généralité, c'est une cible qui était compliquée parce que c'est des petites commandes. Maintenant, ça dépend des contextes et parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour stocker, etc. Et du coup, ça fait des petites livraisons. Après, sur des implantations de proximité ou avec des débouchés qui peuvent être plus importants que dans nos contextes, pourquoi pas. En tout cas, c'est une cible de certaines de nos plateformes du panel aussi. Et puis, quand on parle restauration collective, évidemment, il y a tout le volet scolaire, mais il y a aussi les hôpitaux, il y a une plateforme qui, avec le volet social, hein, qui a des débouchés, 2 plateformes qui ont des débouchés intéressants. L'aide alimentaire. Et voilà. Ouais. Je crois que la question suivante va un peu dans le même sens, parce qu'effectivement, ça peut permettre d'optimiser les livraisons à d'autres types de clients que la restauration collective, mais on retombe quand même sur cette question de la motivation commerciale. C'est-à-dire que sur des débouchés qui sont déjà organisés, les producteurs ne vont pas forcément basculer sur la plateforme, au moins à court terme. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, si tout fonctionne bien, ça peut leur donner envie. Ça va dépendre de ce qui est défini dans le projet initialement. Au moment où on crée la plateforme, ça peut tout à fait être fait, mais les producteurs vont souvent s'investir si ça apporte des nouveaux débouchés ou que ça les élargit, en fait.
ils vont rarement se mobiliser juste pour déplacer leur livraison. Même si des fois, vu de l'extérieur, on se dit bah alors, mais en fait non, pas tellement. Il y a toujours certains producteurs, évidemment, mais ça va pas être la généralité. Pour apporter une dernière réponse, et puis après, je pense que voilà, je vais remplir ma fonction de maître du temps et tenir notre promesse sur ce format de webinaire, voilà, sur sa durée. En fait, on va se donner un temps et réfléchir aux modalités, effectivement, pour mobiliser les producteurs. Ça nous paraissait primordial de mobiliser les territoires, et quand on mobilise les territoires, de facto, on mobilise aussi les producteurs. Sophie a bien mis en évidence que dans le modèle de gouvernance, la place des producteurs est primordiale, et donc on va faire monter ce point-là assez rapidement. Et dans ces task force, si on peut les appeler comme ça, à l'échelle départementale, ou ces groupes de travail, nous, on va se charger d'identifier et de venir introduire des producteurs qui seront moteurs. C'est pas une tâche simple à faire, puisqu'évidemment, ils ont tout leur travail et tout leur quotidien à gérer, mais voilà, c'est de notre responsabilité d'avancer, de venir constituer ce que sera le pilotage de ce genre de projet demain. Voilà, écoutez, merci à tous. On a été jusqu'à 37 aujourd'hui, donc c'était un format de webinaire vraiment intéressant, et vraiment intéressant pour nous de pouvoir vous toucher de cette manière-là. On est à votre disposition avec Perrine et les autres collègues de la Chambre d'agriculture, que ce soit vos correspondants chargés d'animation territoriale, ou l'équipe projet alimentaire. On est à votre disposition pour poursuivre ces échanges-là, et on reviendra prochainement vers vous sur cette thématique. Je vous remercie. Bon après-midi à tous.